Français, forces publiques. Passe sanitaire et mesures Covid. Comment s'en libérer légalement? Le Conseil national de transition, c'est la voix du peuple. www.conseilnational.fr. Nous allons tout droit vers une guerre civile avec ses dangers mortels, car elle est manifestement provoquée. Une fois déclenchée, elle pourrait ne pas être contrôlée. Il faut réfléchir avant d'allumer un incendie. Or, il existe une solution légale et légitime qui préserve la paix civile. La solution, c'est le Conseil national de transition CNT, qui permet de rallier les corps constitués, notamment les forces publiques, en toute légalité et légitimité, d'installer un nouveau mode de gouvernance transitoire légitime, de mettre en œuvre le programme de transition déjà validé par une émanation du peuple, de permettre aux Français, au bout de 2 à 3 années de transition, d'écrire eux-mêmes une nouvelle constitution pour un changement complet de système. Le Conseil national de transition, CNT, qu'est-ce que c'est? Ce n'est ni un parti politique, ni une religion, ni une secte, ni une milice. Le CNT est composé de simples citoyens et est totalement indépendant. C'est un organe de droit international public qui permet à un peuple oppressé de se libérer. Donc, suite à la disparition de la Constitution depuis au moins 2008, la France est soumise à une oppression notoire par des occupants sans droit ni titre qui vont jusqu'à commettre des crimes contre l'humanité, dont un génocide. C'est pourquoi en 2015, pour la France, Éric Fiorilde a déclaré le CNT à l'ONU. Le CNT est alors devenu la seule autorité publique légitime représentant la souveraineté du peuple. Sa notoriété grandissante s'étend sur tous les canaux de diffusion d'Internet. Le Conseil national de transition, CNT, une fois installé, est la solution qui va permettre de restaurer l'état de droit, de redéfinir les bases de la société française en créant un nouveau vivre ensemble dans l'intérêt du bien commun et ce dès demain en France. Il permet au peuple de prendre enfin en main sa souveraineté pacifiquement, indépendamment de tous les professionnels de la politique politicienne et de retrouver une vie pleine, heureuse et abondante dans l'unité. Toute autre forme de prise de pouvoir serait qualifiée de coup d'État par l'ONU. Tous les Français conscients de la situation de la France et du monde sont donc bienvenus au Conseil national de transition, au CNT, pour défendre leurs droits au quotidien et pour participer au changement de paradigme. Comment installer le Conseil national de transition, CNT? Pour cela, il faut continuer à rappeler aux Français que la Constitution a disparu et qu'ils sont victimes de fraudes antidémocratiques, scientifiques et d'agissements criminels des gouvernants illégitimes. Il faut inviter tous les Français majeurs à proposer leurs compétences pour participer ensemble à la transition politique organisée par le Conseil national de transition. Rappeler aux forces publiques leur devoir, dans l'intérêt supérieur de la nation, de sauvegarder la population et de libérer immédiatement les Français de l'oppression en mettant en place le CNT, voir notamment le document Que dit la Constitution sur www.conseilnational.fr. Enfin, demander aux Français d'en appeler aux forces publiques qui leur sont restées fidèles. Pour toute information, www.conseilnational.fr. Le Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous. www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr.
Nous ne sommes ni un parti politique, ni une secte, ni une milice. Nous sommes le Conseil national de transition et nous sommes heureux de vous accueillir dans la France libre. Mercredi 18 août, l'actualité tout de suite avec Bruno et Philippe. Bonsoir. Bonsoir à tous. L'actualité, ça concerne le CNT aujourd'hui, puisque nous avons le plaisir de recevoir des personnes. C'est une habitude qu'on avait un peu perdue et qu'on va reprendre, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ne soit pas toujours les mêmes devant l'écran et qu'on ait quelques personnes, soit de chez nous, soit de l'extérieur, qui ont des choses à dire. Et en l'occurrence, on va réinviter, donc on va avoir le plaisir d'avoir à nouveau avec nous ce vendredi Monsieur Julien Didier Garofalo, et qui a des choses à dire, qui a beaucoup de choses à lui dire, à transmettre. Il est aussi autant que nous sur les aspects juridiques des choses, et on va justement pouvoir comparer ce qu'il fait avec ce que nous faisons, peut-être les divergences, peut-être les choses à faire converger ensemble, peut-être prendre sinon des décisions, en tout cas prendre conscience de certaines choses. Ça sera très intéressant d'avoir ce débat avec lui. Et puis il va nous parler d'autre chose, il va nous parler probablement de ce qu'il a vécu à Toulon ce week-end. Toulon qui est une ville où par 40 degrés à l'ombre samedi dernier, le dimanche dernier ou samedi dernier autour du 15 août, il était question de faire défiler environ 50 000 personnes d'après les estimations les plus honnêtes. Donc voilà, donc ça a été une manifestation énorme. On trouve autour de Julien Didier Garofalo, il y avait un média comme La Une de Monsieur Bautry. Il y avait aussi Monsieur Jubin Brunier, si je me souviens plus de son nom, cet ex-capitaine de gendarmerie, qui était entrepreneur et qui a énormément de choses à dire, qui les dit d'ailleurs très bien sur Internet, et qui était également présent ce jour-là. Donc Didier Julien a été témoin de tout cela, il a été acteur également, il a rencontré un certain nombre de personnes avec un certain nombre de témoignages qu'il aura le bonheur à nous restituer. Voilà pour l'actualité. Je passe la suite pour Bruno, s'il a des choses à dire également. Bien, oui, merci Philippe. Bonsoir à tous. Bonsoir Sylvain et aussi. Donc en fait, moi ce que je voulais simplement dire, c'est que je vais mettre l'accent sur ce qui se passe notamment dans les dom-toms, parce qu'en fait on voit que la République qui est aux abois ne sait plus tellement quoi faire pour continuer d'essayer de faire passer son message complètement, je ne vais pas dire loufoque, mais enfin complètement abrutissant et complètement maléfique. Dans les dom-toms, on a plusieurs témoignages de membres du CNT et même de non-membres du CNT qui nous signalent qu'il n'y a aucune panique là-bas, il n'y a aucun hôpital saturé, que tout se passe relativement bien, mais qu'en fait, c'est tout un système, je dirais, de désinformation qui est fait par les médias mainstream en ce qui concerne donc soi-disant l'explosion de l'épidémie là-bas, que ce soit à la Martinique, que ce soit à la Guadeloupe ou à l'île de la Réunion, où nous avons un membre du CNT qui nous a confirmé que les deux plus importants hôpitaux de l'île sont absolument vides. Ils fonctionnent, enfin non pas vides, mais fonctionnent comme d'habitude avec pratiquement aucun patient du Covid en vue. Je me souviens aussi, il y a 2 mois, que ma femme a été, ma femme qui a un certain nombre de problèmes de santé, a été dans 2 hôpitaux dans le centre de la France, et on a cherché par curiosité à voir où pouvait se trouver le service du Covid, eh bien, inconnu au bataillon. Donc, c'est bizarre, c'est très, très bizarre. Donc, pour moi, tout ça, c'est le signe d'un système qui est aux abois, qui ne sait plus quoi faire d'autre que de donner de fausses informations de plus en plus grosses, de plus en plus visibles, pour essayer de se défendre. Donc, ils attaquent en essayant de se défendre. Voilà. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est compréhensible aussi parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Voilà. Donc, je vous repasse la parole. Merci. Bien, merci Bruno. Pour aller dans ce sens-là, on va partager des images. C'est l'actualité en images tout de suite. On te reprend juste après, Philippe. Les sorties scolaires dans des centres de vaccination, qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, on savait, Loïc, qu'une campagne vaccinale allait être réalisée à la rentrée dans les établissements scolaires. On en connaît dorénavant les modalités. Premièrement, afin de vacciner les 12-17 ans, puisque c'est le public ciblé par cette campagne de vaccination à la rentrée, des équipes mobiles seront déployées au sein des établissements. Cela s'est fait dans des établissements type résidence de retraite, des USLD, depuis le début de la campagne vaccinale. Mais par contre, et c'est une information importante, des sorties scolaires vont être également organisées parallèlement
en concertation avec les établissements scolaires, mais également les agences régionales de santé, dans des territoires où la couverture vaccinale est trop peu importante, alors des sorties pourront être organisées dans certains établissements, c'est-à-dire que les élèves non vaccinés qui souhaitent se faire vacciner seront répertoriés, rassemblés en petits groupes et des sorties seront organisées pour se rendre dans un centre de vaccination et permettre à ces élèves de se faire vacciner. L'argument avancé aujourd'hui par le ministère des Solidarités et de la Santé, Loïc, est que les inégalités sociales et territoriales jouent un rôle important dans la couverture vaccinale. Voilà pour l'information. Impressionnant. Alors, impressionnant, effectivement. Ouais. Des sorties scolaires pour vacciner les enfants, ça fait penser aux riches heures du nazisme, quand on sortait les gens des camps de concentration pour leur faire faire une promenade en camion et on faisait en sorte que les gaz d'échappement soient à l'intérieur du camion et le camion faisait des ronds et quand les gens étaient tous morts d'asphyxie, on ouvrait tout le monde, on ouvrait la porte et on versait tout le monde dans les charniers. Enfin, moi, ça me fait penser à ça, quoi. Ça me glace le sang. C'est étonnant. Et je voulais juste tout à l'heure, je voulais juste rajouter quelque chose sur ce que Bruno venait de dire concernant la vaccination. Alors, il y a maintenant une alternative qui est avérée puisque l'Institut Pasteur a décrété. Si c'est l'Institut Pasteur qui le décrète, ça a sûrement un poids politique en tout cas, que désormais le Covid-19 ou la Covid-19 pouvait être soigné et guéri grâce à l'ivermectine. Alors c'est drôle puisqu'on a eu les 6 derniers mois, voire la dernière année passée, contre l'ivermectine, contre les solutions médicamenteuses alternatives à la piqûre. Et maintenant, on y revient ou on en revient. Et il semblerait que c'est officiel, puisque ça sort de l'Institut Pasteur. Désormais, on peut tout à fait soigner la Covid-19 avec l'ivermectine. Alors, la question est de savoir si cette information suffit en elle-même est-ce qu'elle est opposable, cette information, à toute personne qui voudrait vacciner une autre qui ne serait pas d'accord et qui dirait, ben non, moi, je préfère une solution médicamenteuse. Ou bien, est-ce qu'il faut attendre que le décret paraisse et qu'on continue avec la COUSPI jusqu'à ce que quelqu'un au niveau politique décide d'appliquer les conclusions de l'Institut Pasteur, ou bien toute autre solution, je ne sais pas. Voilà, le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire que nous ne voulons pas être les uns ni les autres, en tout cas ceux qui sont éclairés, réveillés, nous ne voulons pas être le dernier picousé par obligation, quoi, en quelque sorte coincé contre un mur, ou emmené dans un voyage qui soit scolaire ou pas scolaire, d'enfants ou d'adultes, dans lequel il est question par la force et la contrainte de faire en sorte que les personnes se fassent picouser. Voilà. Et on ne veut pas être les derniers parce que justement l'alternative à cette solution-là est arrivée, mais est arrivée trop tard, quoi. En tout cas trop tard pour nous, pour vous, pour moi, peu importe. Voilà, donc il faut vite mettre un terme à cette absence d'alternative aux soins par rapport à la Covid-19, cette absence d'alternative qui fait que, pour l'instant, on ne nous propose qu'une vaccination. Alors cette vaccination, cette COUSPI, elle est évidemment multiple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul produit sur le marché, il y en a plusieurs, on l'a déjà dit, on le redit. On ne va pas les citer, ce serait leur donner trop de force et d'énergie, mais il y en a 3 ou 4 sur le marché. Donc voilà, ils sont tous différents les uns des autres. On attend toujours de connaître les compositions précises de ce qu'il y a dans la fiole et on n'a pas les informations. Alors, en tout cas, on ne les a pas de façon officielle. On les a de façon officieuse et tout ce qui est officieux, vous savez comme moi que ça ne passe pas dans les médias et que ça n'a pas de chance d'avoir une existence réelle. Donc voilà, c'est cette partie-là qui est en train de se jouer entre la solution médicamenteuse d'un produit, je dirais presque vieux comme le monde, ou en tout cas qui a fait ses preuves dans d'autres domaines, qui a fait les preuves de son innocuité, de sa non-dangerosité, et qui fait les preuves en l'occurrence de son efficacité contre ce que l'on appelle aujourd'hui la Covid-19. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Comment peut-on aujourd'hui, entre guillemets, forcer un État et lui dire, monsieur le gouvernement, il s'agit de vérifier si par hasard, avant de se faire attraper à la seringue, il n'y a pas une alternative facile qui est démontrée maintenant par des scientifiques, les mêmes auxquels vous preniez, il n'y a pas si longtemps, vos avis pour savoir ce qu'il s'agissait de faire. Donc voilà. Alors, est-ce qu'on aura un retour sur cette information ou est-ce qu'on n'en aura pas? Est-ce qu'on aura des confirmations ou est-ce qu'on aura des infirmations? Est-ce qu'on va nous
nous dire que c'était une fausse information? Est-ce qu'on va nous dire qu'il y a une erreur? Bon, on peut tout imaginer pourvu que le phénomène de l'acoustie puisse perdurer, semble-t-il, parce que on a l'impression que ce qui tient le monde debout, c'est la possibilité de se prendre la seringue tous les uns les autres, quoi. Et qu'en dehors de ce passage-là, pas de salut si on écoute les médias. Et quand on écoute les médias, on voit un jeune homme plutôt embarrassé, comme tout à l'heure, qui nous explique qu'il existe désormais des solutions de voyage scolaire, etc., blablabla. On sent que ce journaliste jeune a un petit peu de mal à formuler lui-même l'idée de ce qu'il est en train de dire et que ça lui glace le sang à lui aussi. Jusqu'où faudra-t-il aller pour que des journalistes courageux ou moins courageux que d'autres d'ailleurs décident de ne plus relayer ce genre d'informations sous cette forme-là parce que ça fait peur. Tout simplement, ça fait peur. Voilà pour la digression que je voulais faire. Merci à vous. Très bien, merci Philippe. Nous allons pouvoir démarrer notre propos de ce soir. Le mercredi soir à 20h30, le Conseil national de transition présente La France libre. Des discussions, des rubriques, de l'information. Depuis les dernières années, un nouveau champ d'études tend à s'imposer de plus en plus. Celui de la surveillance généralisée, induite directement ou indirectement par les technologies de l'information et de la communication, plus particulièrement par les nouvelles technologies numériques. Il s'agit du thème de l'identité numérique. Les discours en pagaille, tous fichés, ignorent superbement les mécanismes de régulation juridique qui reflètent plus sûrement les rapports de force et les stratégies du pouvoir que le visage éreinté de Big Brothers ou le sensationnalisme de commande qui inspire des pensifs répétés à satiété. RFID, avez-vous entendu cet acronyme? Ou étiquette intelligente, smart tags, puces à radiofréquence transpondeur. Mais que sont-elles exactement? À quoi servent-elles? Comment fonctionnent-elles? Saviez-vous que 2006 était l'année de leur entrée massive dans les entreprises? Qu'on les injecte à nos animaux? Qu'elles vous traquent déjà? Savez-vous qu'elles sont l'une des premières applications des nanotechnologies? Savez-vous que dans 40 ans, sauf révolte, les mouchards électroniques infesteront 30 milliards d'objets? Qu'est-ce que c'est RFID? Radio Frequency Identification en anglais. L'identité numérique, ou IDN, constitue un élément majeur de la mutation digitale en cours, car lorsqu'elle est bien maîtrisée, elle permet aux structures commerciales et publicitaires de dominer le marché. En effet, si pendant des années, des produits de qualité alliés à une bonne campagne d'affichage suffisaient à l'essor d'une marque, les temps ont bien changé. Identité numérique sous toutes les formes, carte bleue, carte vitale, carte fidélité et dorénavant passe sanitaire. Le sujet de ce mercredi 18 août, identité numérique. Et il y a de quoi faire. Oui, identité numérique. C'est vrai. Tout à fait. Philippe, tu veux commencer? Oui, je veux bien voir le bal. Il se trouve que la RFID, c'est un domaine dans lequel j'ai pu travailler aussi au cours de ma vie, qui était débutant ou naissant dans les années 2010, effectivement, puisque moi j'y ai travaillé dans les années 2012-13, voilà. Et cette identité numérique, elle était naturellement au départ orientée vers les objets, notamment la circulation des paquets, la gestion des flux. Après, on est passé aux personnes, mais aux personnes qui portaient cet objet en sautoir, c'est-à-dire comme un collier, quoi, de façon à pouvoir se faire identifier sous une antenne. Ça posait un problème de distance parce que cette RFID, c'est de la courte distance. Hein, on va pas très loin en RFID. Hein. Quand on est au mètre, c'est bien. Au-delà du mètre, c'est plus possible, quoi. Et donc, quand on est au mètre, il faut aussi être relativement large, c'est-à-dire que si on veut un taux d'erreur qui soit de 0,01, waouh, il faut mettre des moyens techniques qui sont énormes. C'est-à-dire que la précision garantie, en quelque sorte, elle est très chère. C'est-à-dire plus on monte en précision et plus c'est cher. Enfin, en tout cas, c'est le souvenir que j'avais de cette technologie qui existe toujours, qui n'est pas nouvelle du tout, hein, qui date début des années 2000, fin des années 90, et qui n'est qu'une technologie, en fait. Hein. Voilà. Donc, en fait, on est sur des objets qui sont plus petits, bien entendu, avec des circuits imprimés. C'est une antenne, il y a une antenne. Il n'y a rien de neuf sous le soleil en termes de comment dirais-je, de qualité physique, hein, de propriété physique, par rapport à tout ce qu'on connaît de l'électromagnétique et des ondes hertziennes. Simplement, il y a eu un phénomène de miniaturisation qui a bien fonctionné. Et aujourd'hui, on est dans un phénomène de miniaturisation si puissant que, évidemment, on se dit, on peut mettre ça même dans des nanoparticules. Alors, on nous parle de nanoparticules.
Alors ça, c'est déjà très important. Et puis après, on se dit, mais c'est peut-être aussi interactif. C'est-à-dire que la puce, elle peut ne pas être passive, elle peut être alimentée. Imaginons qu'une nanoparticule puisse être alimentée par l'électricité produite par notre corps, par exemple. Ouais, oui, il y a de l'électricité produite par notre corps. Ça voudrait dire qu'il pourrait y avoir une interaction entre cette puce et nous. Alors, on lui donnerait des ordres, mais elle pourrait aussi donner des ordres vers l'extérieur. Ça serait étonnant, non? Ah ben ça, c'est peut-être l'ultime avatar, ou en tout cas le prochain avatar de ce qu'on appelle l'intelligence, l'identité numérique. L'identité numérique, elle peut effectivement nous conduire vers des choses assez extraordinaires. C'est-à-dire que dans une tête d'épingle, et quand je dis une tête d'épingle, c'est beaucoup trop gros par rapport à la réalité, on va faire tenir des informations sur soi, date de naissance, sécurité sociale, tout ça, ce sont des données de base, mais on va aussi faire rentrer des informations, évidemment, qui sont complémentaires sur nos habitudes de consommation, notamment nos habitudes de déplacement, enfin bref, toutes nos habitudes, et de façon à être totalement suivable, suivi, observable et observé. Donc c'est ça l'identité numérique, c'est un glissement vers je rends service, c'est pratique, ça c'était le côté positif des choses, vers je suis totalement pucé, totalement observable, totalement repérable. Et ça, est-ce que j'en ai vraiment envie en tant qu'être humain? L'identité numérique, c'est ça. Bon, voilà. Donc, après, à ne pas confondre avec l'intelligence artificielle qu'on a déjà un petit peu traité ici, mais tous ces sujets se rejoignent. C'est-à-dire tout ce qui est numérique interfère sur le corps humain et fait de nous ce qui étaient des paquets il y a quelques années. Et nous sommes devenus nous-mêmes des paquets identifiables. Ah, vous êtes un tel, très bien, rentrez, monsieur un tel, avant même que vous soyez présenté, on sait qui vous êtes. Donc, ce phénomène d'identité, il a des avantages, évidemment. J'ai entendu 100 fois l'argument selon lequel, quand je suis en boîte de nuit, je peux sortir de la boîte de nuit pour fumer une cigarette parce que l'ambiance est surchauffée. Et quand je reviens, il y a un appareil électronique qui va automatiquement détecter que j'ai déjà payé parce que je suis monsieur XXXX. Voilà. C'est très intéressant, mais ça a des conséquences aussi sur la vie naturelle des hommes telle qu'elle a existé depuis des milliers d'années. Est-ce qu'on est systématiquement dans la connaissance de l'autre à tout moment, à tout instant, par des moyens qui ne sont pas naturels, qui sont des moyens numériques, voilà, avec de l'électricité, de l'électronique et du numérisme. Et puis derrière, la question sous-tendue, c'est quelle exploitation fait-on de ces informations-là? Voilà, ce sont des exploitations qui peuvent être faites à grande échelle. Ça rejoint ce que l'on appelle le big data, c'est-à-dire une information géante avec des personnes qui seront toutes pucées, dont on saura absolument tout, comme je le disais tout à l'heure, et qui vont nous diriger vers des options de publicité, de choix marketing, d'objets à vendre. Waouh, on a envie de se dire jusqu'où vont-ils nous pressurer? Jusqu'où vont-ils nous considérer comme des consommateurs? Voilà. Et on s'est posé la question il y a 2 jours de jusqu'où peuvent-ils aller? Là, dans l'identité numérique, ils peuvent aller également très loin dans la technologie. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est pouvoir effectivement s'en dégager ou donner les moyens pour dire halte là, quoi. On ne veut pas faire ça, on veut faire autrement. Alors pour ça, au CNT, on a un certain nombre de documents, on a un certain nombre de pensées, on a un certain nombre de principes, rendre la liberté aux gens, de faire en sorte qu'ils soient non pas retournés à l'état de sauvage pour ne plus savoir où ils se trouvent, pour se cacher, pour aller faire des activités illicites, etc. Car dès qu'on demande notre liberté, c'est-à-dire le fait de ne pas être identifiable dans une zone qu'on peut appeler une zone blanche, disons les choses, eh bien, on est soupçonné à ce moment-là de vouloir cacher des choses. Or, la réponse de toutes celles et ceux qui se laissent transformer en pièces d'identité numériquement, c'est toujours le même, c'est de dire, moi, je n'ai rien à cacher. Oui, vous n'allez rien avoir à cacher et bientôt, vous serez totalement transparent, vous serez une vitre, vous n'aurez rien à cacher du tout, quoi. Donc voilà, donc est-ce que c'est ce qu'on veut être? Est-ce que ça favorise la créativité? Est-ce que ça favorise ce qui a été fait, comment dirais-je, le développement de ce qui a été donné au naturel à l'être humain et qu'on va, on va transformer en quelque chose de non naturel? Est-ce que cette cohabitation entre le naturel et le non naturel est saine? Est-ce qu'elle correspond au désir de chacun? Je pense que la réponse est non. Et quand on voit comment ça se passe avec la picouse, j'y reviens, je refais le parallèle, ça n'est pas naturel non plus. Eh bien, finalement, le corps le refuse, l'âme le refuse, et les groupes, c'est-à-dire les gens ensemble, le refusent. Il y a un tollé, comme on dit. Il y a véritablement une volonté de dire non majoritaire. Voilà pour l'identité numérique, on se dirige tout droit vers ça. Ouais, j'en arrête là pour l'instant. Est-ce que Bruno, tu veux reprendre le relais? Oui, Philippe, je vais tout de suite parler de ce que tu viens de dire par rapport à un exemple. Si on demande à un individu qui te dit oh ben moi, j'ai rien à cacher, posons-lui la question, est-ce que ça vous dérangerait de vous promener dans la rue à poil?
sans aucun avis sur vous. Est-ce que ça vous dérangerait? Alors bien sûr, ils vont répondre, ah bah oui, sauf s'ils sont des adeptes du naturisme ou de l'exhibitionnisme. En général, ils vont répondre, oui, ça me dérangerait. Eh bien, il faut comprendre que toutes ces technologies, non seulement nous permettent d'être à poil, c'est-à-dire que les gens qui contrôlent ces technologies, pour eux, c'est comme si on était complètement nus. Et c'est même pire que ça. Non seulement on est nus, mais en plus, ils savent ce qui se passe même dans notre corps. Parce que l'identité numérique la plus poussée, c'est tout simplement l'analyse complète de notre ADN. On est capable maintenant d'analyser l'ADN de chaque individu. Donc, ça veut dire qu'on a une identité numérique absolument infalsifiable. C'est mieux que le numéro de sécu. Et si en plus, on nous injecte certaines choses qui font que notre ADN va être modifié pour qu'il obéisse à certaines autorités venues de l'extérieur, là, c'est encore pire. Parce que non seulement on va se balader à poil, mais on va se balader pratiquement comme si notre corps était transparent. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus rien qui pourra être caché. Alors pourquoi cacher? Pourquoi cacher? Parce que c'est la liberté de chacun. La liberté, normalement, c'est de pouvoir vivre, d'avoir une intimité, d'avoir une vie privée et que cette vie privée soit préservée. C'est la base de la liberté en réalité. C'est-à-dire que la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Donc à partir du moment où on a une entité, que ce soit une société, que ce soit une personne physique ou que ce soit un individu qui soi-disant contrôle un dictateur ou un ensemble ou une oligarchie, qui va savoir tout sur chaque individu, là on est déjà face à un énorme problème où la liberté disparaît. Et ce que je pourrais dire, c'est que si toutes ces technologies se développent, il y a des avantages, mais c'est comme dans toute technologie. Quand Einstein a sorti sa fameuse formule E égale mc2, et il savait que ça pouvait rendre de grands services à l'humanité, mais ça a donné aussi la bombe atomique. Donc chaque découverte scientifique peut être utilisée bien ou mal. Et en général, quand c'est une découverte importante, c'est l'armée qui s'en empare, et pour des usages qui ne sont pas les usages pacifiques qui étaient prévus au début. Donc dans ce domaine-là, c'est la même chose. C'est vrai que c'est utile d'avoir, je ne sais pas, par exemple, un interphone quand on a un bébé pour entendre ce qui se passe dans la pièce où il est. Par contre, on peut détourner ce genre de choses. Donc, c'est toujours le même problème. Les caméras de surveillance, c'est très bien pour éviter certains crimes, mais par contre, si on en met partout et qu'on va aller, je ne vais pas dire qu'on va aller voir ce que font les gens jusque dans leurs toilettes, mais c'est un peu ce qui se passe. C'est un peu ce qui se passe. Et ça devient très grave. Et on a tendance à copier de plus en plus dans nos soi-disant démocraties occidentales ce qui se passe en Chine avec toutes les notations qu'on impose à la population. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Parce que nos politiciens qui savent qu'ils ont mauvaise conscience, ils savent qu'il y a des détournements, qu'il y a de la corruption, qui veulent garder leur pouvoir pour eux, qui veulent de plus en plus s'enrichir et enrichir les oligarchies qui sont encore au-dessus d'eux, eh bien, ils ont peur en réalité. Ils nous attaquent de cette manière parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de la population. Donc, le meilleur moyen de contrôler leur peur, c'est d'essayer de nous contrôler et de savoir tout ce qui se passe. Seulement, ils oublient une chose, c'est qu'il n'y a pas que les systèmes numériques et informatiques, il y a aussi la communication entre les gens verbale, il y a aussi la communication par le contact physique, etc. etc. Je ne vais pas jusqu'à dire qu'on va en revenir aux pigeons voyageurs pour pouvoir transmettre des informations, mais ces gens-là oublient que des individus peuvent se rencontrer, peuvent se parler, et ça peut se passer sans qu'eux le sachent. Même s'il existe des micros directionnels qui permettent d'enregistrer une conversation à 1 kilomètre, etc., etc. Mais ils ne pourront jamais tout contrôler. Donc, c'est le signe d'une décadence, d'une fausse démocratie. C'est le signe d'une décadence de la République. C'est le signe d'un système qui est aux abois.
toutes les dictatures dans l'histoire, quand elles ont commencé à s'écrouler, ont inventé des lois de plus en plus folles et de plus en plus liberticides jusqu'à l'écroulement final, parce qu'ils retardent au maximum l'écroulement final, mais cet écroulement, il arrive toujours à survenir d'un moment à l'autre, parce qu'on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Donc, à partir du moment où on essaye d'imposer aux gens toutes ces technologies, c'est un signe. C'est comme le fait de vouloir faire disparaître l'argent liquide. Alors, soi-disant, on utilise des excuses pour dire oui, c'est pour lutter contre le terrorisme, c'est pour lutter contre les détournements, c'est pour lutter contre la criminalité. Seulement, les valises de billets qui circulent entre diplomates, ça continue. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Même si le billet de 500 € va disparaître, je peux vous dire que entre diplomates et entre politiciens, ça continue. Il suffit de se référer à certaines affaires récentes ou moins récentes, c'est plus qu'évident. Donc, en fait, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et c'est la façon de fonctionner des oligarchies qui nous gouvernent. Donc, à partir de là, on comprend très bien qu'ils utilisent toutes les excuses possibles pour contrôler la population. Alors, c'est bien de dire, oui, mais moi, je n'ai rien à cacher, c'est pas grave. Mais posez-vous la question, tous ceux qui nous écoutent, posez-vous la question, est-ce que vous aimeriez vous balader dans la rue à poil, comme ça, au vu et au su de tout le monde? C'est ce que je voulais dire pour commencer. Voilà, Philippe. Responsable, mais pas coupable. L'identité numérique, c'est également les objets connectés qu'on a à la maison. C'est également tout ce que l'on peut écrire sur les réseaux sociaux, les humeurs, les photos, etc. Et il faut savoir qu'actuellement, le surveillant chef de la République investit un pognon de dingue, justement pour repérer tous les mouvements qu'il peut y avoir sur les réseaux sociaux, donc les tendances politiques, religieuses, sexuelles, etc. Oui, au niveau du programme du CNT, par exemple, on a institutionnalisé le référendum d'initiative citoyenne si cher aux Gilets jaunes, c'est-à-dire que toutes les décisions qui seront prises par les commissions au sein du CNT déjà seront filmées, visibles par tout le monde, donc il y aura plus de secret, parce qu'en général, actuellement, le secret, c'est pour eux et pas pour nous. C'est-à-dire que nous, il faut tout connaître sur nous, mais eux, par contre, ils peuvent faire des conseils de défense secrets, on ne sait pas ce qui se passe, ils peuvent faire des réunions sans que ça se sache, des conseils des ministres, etc. Et la population, elle est mise devant le fait accompli par des lois qui sont votées à 3 heures du matin alors qu'il n'y a même pas 100 personnes dans l'Assemblée. Donc ça c'est plus bon, ça c'est plus normal. C'est quelque chose qu'il faut bannir. Donc à partir de là, de toute façon, nous au niveau du CNT, chaque décision qui sera prise par les commissions sera déjà votée à un minimum de 67 voire même 75%. Ce qui éliminera tout risque de contestation, parce que quand on est à 51,5, les 49 qui restent peuvent dire c'était vraiment pas tout à fait démocratique. Et puis, on va donc, une fois que ces décisions ont été votées au niveau des commissions, eh bien, ça sera soumis systématiquement au référendum et c'est le peuple entier qui pourra donner son opinion sur toutes les décisions qui se feront pendant la période de transition de 2 à 3 ans où le CNT va redonner le pouvoir au peuple. Et ce n'est pas un vain mot parce que ce sera vraiment le pouvoir qui sera redonné au peuple, sous contrôle d'une Cour suprême du peuple souverain qui vérifiera que le programme du CNT est bien suivi et qu'il n'y a pas des individus qui essayent de s'approprier pour eux tout seuls une idée ou un fonctionnement. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je te laisse la parole, Philippe. Oui, merci beaucoup. Bonne réflexion. Moi, j'ai envie de rebondir sur la notion de secret, effectivement. C'est-à-dire que pour nous, ça sera la transparence et pour eux, par contre, ça sera l'opacité la plus totale, quoi. C'est-à-dire qu'on n'a pas, nous, les gens de peu, on n'aura pas accès à tout ce qu'ils savent, à toute l'histoire qu'ils savent, à tous les travaux qu'ils ont faits, qui sont peut-être dirigés contre nous, allez savoir. Non, parce que c'est opaque. Alors, c'est opaque dans quel cadre? Normalement, les représentants de la République, ils sont censés travailler dans l'hémicycle et toutes les sessions sont censées être, comment dirais-je, être publiques, effectivement, hein. Donc voilà. Par contre, on constate que les lois, elles arrivent par paquet. C'est-à-dire que ça s'est pas joué du tout dans l'hémicycle. Et ça s'est joué ailleurs. Ça s'est joué ailleurs. Ça s'est joué où? On ne sait pas. Enfin, quand on est naïf, on ne sait pas. Quand on est un petit peu plus sachant, on le sait.
Et est-ce que le secret a lieu aux endroits où ça se passe? Bah, oui, oui. Moi, je me souviens, par exemple, d'avoir sauté sur une annonce à titre personnel, hein, d'avoir sauté sur une annonce d'une visite, lors d'une journée du patrimoine qui a lieu en France tous les mois de septembre ou octobre, je ne sais plus, mais c'est un week-end par semaine. Et il y avait dans le programme de cette journée du patrimoine sur ma ville, il y avait un programme écrit avec tous les bâtiments qui allaient être ouverts, alors que d'habitude, ils sont fermés au public. Donc ceux-là, ils n'ont pas d'identité numérique accessible, hein. Et puis à l'intérieur, il y a aussi des gens qui sont aussi pas du tout accessibles au grand public. Alors en l'occurrence, il s'agissait de quoi? Il s'agissait tout simplement du temple du Grand Orient de France dans la ville où j'étais, quoi. Alors, j'ai tout de suite tilté. Je me suis dit, tiens, je vais enfin pouvoir rentrer dans un temple de francs-maçons. Je ne connaissais pas, donc la curiosité était grande de venir comment c'est à l'intérieur, quoi. Et je suis allé avec une autre personne, d'ailleurs. On est arrivé sur les lieux, l'adresse connue, pas de problème. Et sur les lieux, il y avait une barrière bien fermée. Et sur la barrière bien fermée, il y avait une page en 21-29-7 scotchée à l'horizontale. C'était marqué à la main, probablement après que la page ait été scotchée, pas de visite. Ah bon. Donc on a tous cru, tous ceux qui ont acheté le guide pour la journée de porte ouverte du patrimoine, on a tous cru qu'on allait pouvoir visiter le bâtiment du Grand Orient de France. On n'a pas pu. On a pu aller visiter les usines Tartampion avec le musée personnel du patron de l'usine, etc. C'est tout juste si on traversait pas les salons et que les gens étaient en train de manger entre eux. Mais Grand Orient de France, on n'a pas pu. Pas de visite. Donc, fausse alerte. Il y a eu un début d'ouverture par cette présence dans une nomenclature où il était écrit que la Grand Orient de France allait être ouvert exceptionnellement pendant cette journée du patrimoine. Et puis, au moment d'y aller, ah ben non, c'est pas possible. Alors, c'est quoi là? Elle est où l'identité numérique? Elle est où l'identité tout court? Elle est où la transparence qu'on nous réclame dans le parc d'identité numérique? Elle est où cette transparence, cette tendance? Elle n'existe pas à cet endroit-là. Et elle n'existera pas très probablement. Donc, il va y avoir, bien entendu, un deux poids, deux mesures, selon que vous serez riche ou misérable, comme disait La Fontaine. Et selon votre position, vous aurez soit une nudité totale par rapport aux autorités, y compris, bien entendu, sur votre personnalité, bien sûr, mais également sur toutes les informations financières, habitudes, etc., commerciales. Ou soit vous serez effectivement dans un monde qui sera protégé. Je ne dis pas qu'entre eux, ces gens ne se connaissent pas, ne sachent pas se décoder les uns les autres, ils n'ont pas d'informations les uns sur les autres. Mais en tout cas, dont je suis sûr, c'est que les informations en question ne sont pas accessibles à ceux qui sont en dessous. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la présentation d'une organisation de société qui ne convient pas à une démocratie, c'est-à-dire à un gouvernement par le peuple, voilà, et qui convient plus à quelque chose de l'ordre de la tyrannie à terme, à court terme, et qui ressemble à ce qu'on trouve en Chine. Alors, à ce propos, moi, je pense que cette identité numérique, dans un pays comme la Chine, elle existe probablement déjà, sans qu'on en ait forcément tous les détails. Mais elle consiste à quoi? Vous passez sous un portique, vous avez droit à temps. Vous passez sous ce portique, on se rend compte que vous donnez une information étrange par rapport à votre identité, qui est raccrochée à ce qu'on sait de vous, bien évidemment, et vous n'avez plus droit que à temps. Alors, c'est quoi ce droit? C'est le crédit social, hein, tout simplement. Vous avez le droit d'avoir tant d'heures dans les magasins. Quelqu'un de moins méritant, on va dire ça comme ça, de moins méritant, aura un crédit beaucoup plus faible, ou qui va s'épuiser beaucoup plus vite. Donc, on rentre dans une logique de la récompense, de la surveillance et de la punition à la manière de Michel Foucault, qui a déjà été cité ici, hein, et c'est exactement ce dont il s'agit, c'est-à-dire surveiller et punir, quoi. On est exactement dans cette logique-là, bien plus sûrement que dans le monde d'Orwell ou de 1984. Voilà, merci. Au CNT, nous, on est des gens pacifiques, on est des gens non violents, donc tout ce qu'on dit est transparent. Les informations qu'on donne sont des informations. Nos seules armes, c'est l'information, uniquement l'information, et le contact avec les personnes qui veulent que le système change, mais d'une manière pacifique. Donc, on peut nous mettre toutes les écoutes possibles et imaginables, on peut nous mettre toutes les identifications numériques possibles et imaginables, et bien, on n'a rien à cacher. On n'a rien à cacher, mais on ne veut pas se mettre à poil non plus. Par contre, on a des informations
qu'on donne, qu'on transmet, qui sont des informations qu'on ne retrouve pas ailleurs, tout simplement parce qu'ailleurs, il y a censure. Donc nous, on essaye à notre petit niveau de transmettre à la population des informations pour que la population s'éveille et pour qu'il y ait un autre son de cloche que celui qu'on entend toujours partout. Donc en fait, pour nous, l'identification et l'identité numérique, pour nous, c'est pas bien grave parce que de toute façon, on n'a absolument rien de négatif à cacher et on essaye surtout de faire qu'on change de système, mais d'une manière pacifique, sans être obligé d'aller faire un coup d'État ou quoi que ce soit du même genre. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on attend surtout que ce soit les forces de l'ordre, les corps constitués, je dirais même mieux les gardiens de la paix, qui viennent justement rétablir la paix dans notre pays en supprimant toutes les atteintes à la loi et toutes les atteintes aux libertés qui ont été faites par l'oligarchie qui nous gouverne depuis plus de 20 ans, enfin, disons déjà depuis 2008, mais même déjà avant. Donc à partir de là, ce sont les corps constitués qui doivent bouger pour rétablir, je dirais, la vraie démocratie et protéger le peuple. C'est le sens le plus important et unique de notre message. Une des devises du Conseil national de transition, paix et liberté et bienveillance aussi, évidemment. La liberté, absolument. On a connu l'époque où la technologie ne remplaçait pas l'homme, et c'était pas parce que la technologie était faible, elle était déjà forte. Mais politiquement, il n'était pas d'usage de dire, par exemple, que si vous êtes immatriculé dans le 78, un département français, et que vous prenez une amende dans le 92, et que les deux responsables informatiques du traitement de l'amende ne sont pas d'accord entre eux, eh bien, il y avait une étanchéité entre les deux départements. Voilà, c'est une anecdote que j'ai vécue personnellement. Donc, je m'étais fait expliquer par quelqu'un de la place Beauvau, ministère de l'Intérieur, ministère de la Police, qu'il y avait des zones où si vous prenez une amende alors que vous n'êtes pas votre voiture n'est pas immatriculée sur ce département, ben ça ne marchait pas. Alors, est-ce que ça venait du fait que les machines ne marchaient pas? Ben, je crois pas. Je crois que les machines marchaient très bien, mais ça venait du fait que politiquement, il avait été établi qu'il est possible, qu'il doit être fait de la sorte que chaque département puisse disposer de son propre système de traitement, ce qui garantissait une sorte d'indépendance, justement, une sorte d'humanité en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il pouvait y avoir ce que je viens de dire, c'est-à-dire à un moment donné, des passations qui ne se faisaient pas pour des raisons tout à fait humaines, pour des raisons tout à fait politiques. Alors, c'est pour le bien ou pour le mal, ça dépendait des cas, mais ça permettait une variété de choix. Alors qu'aujourd'hui, avec les big data, ce qu'on appelle les grosses informations, par le truchement de l'identité numérique et avec ce qui est raccroché à l'identité numérique, c'est-à-dire tout le fichage de la population qui est accrochée à l'identité, bien évidemment, car c'est de ça qu'il s'agit, ce fichage, cette information sur vos habitudes, qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Et bien, par ce biais-là, tout étant centralisé, on ne passe plus à travers de rien, parce que nous avons des machines qui centralisent toute l'information, et c'est pas lié à un progrès technique. Ce progrès technique, il existe depuis les années 50-60. Simplement, il n'avait pas été mis en œuvre. Donc, dire que c'est parce qu'il y a des progrès techniques, technologiques, que les gouvernances sont tentées de les utiliser à leur profit, c'est faux. Ces progrès technologiques, ces moyens technologiques, ils existent depuis 40, 50 ans en arrière, simplement, jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a peu de temps, jusqu'à il y a à peu près 20 ans, on est d'accord, tout à fait, eh bien, ils n'étaient pas mis en œuvre. La différence, c'est que maintenant, ils sont mis en œuvre pour faire ce que l'on appelle du big data, du big brother, du big tout ce que vous voulez. Nous sommes en coupe réglée, quel que soit l'endroit de la planète où vous prenez une contravention pour stationnement irrégulier, vous allez payer à cet endroit-là de la planète et pas en France ou inversement. Donc, vous serez pris, quoi. Où que vous soyez, où que vous alliez, vous serez pris. Donc, il y a une notion un petit peu anxiogène de dire, oh là, on est comme des lapins dans les phares. Il va falloir vraiment qu'on marche doucement, qu'on fasse ce qu'ils nous disent, sinon, on va se faire écraser, quoi. Voilà. Donc ça, on est désormais comme ça, on est dans cette situation. Et les endormis qui n'ont pas encore été réveillés par les phares, eh ben, il va falloir qu'ils se réveillent parce qu'autrement, on va tous y passer. Voilà. C'est un petit peu ça le message.
Alors, on va passer à quoi? Ben, on va passer à cette structure totalement mondialisante dans laquelle nous ne serons plus des êtres humains, mais nous serons autre chose. Nous serons des êtres humains contraints. Nous serons des êtres humains qui ont abandonné une partie de leurs droits. Nous serons des êtres humains qui ont accepté que certains autres êtres plus ou moins humains qui sont au-dessus d'eux, bénéficient de règles dont ils ne bénéficient pas eux-mêmes. Voilà. Voilà ce genre d'êtres humains que nous serons si nous n'y prenons pas garde. Et c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Il y a également le croisement de toutes les informations. On peut se connecter à son compte des impôts avec le compte Amélie, avec son compte de la Poste, etc. Et justement, ce croisement de toutes ces informations, c'est quelque chose que je pense dangereux. Tout à fait, Sylvain. Et il y a un autre danger beaucoup plus important encore que même l'oligarchie qui essaye de nous contrôler n'a pas vraiment pris en compte par rapport à son importance. C'est qu'à partir du moment où tout fonctionne par identité numérique et par système électronique, qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a une tempête solaire géante qui fait sauter tous les transformateurs et toutes les centrales électriques, ce qui peut arriver à tout moment, ou une supernova qui explose dans la galaxie, qui nous envoie des rayonnements de très très haute puissance et qui fout en l'air tous les satellites. On se retrouve du jour au lendemain à l'âge de pierre. Et ça, c'est très important à comprendre parce qu'en fait, nous, au CNT, on prône tout à fait l'inverse. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un système centralisé avec des big data et puis des centres serveurs qui contrôlent tout, nous, ce qu'on prône au CNT, c'est tout ce qui est, par exemple, éco-village, etc., tout ce qui est local, tout ce qui est communication locale, tout ce qui est localisme, tout ce qui est petites unités. Parce que quand vous avez des centaines de milliers de petites unités, elles ne peuvent pas tomber en panne tout en même temps. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que c'est le danger de la civilisation numérique. Le danger de la civilisation numérique, c'est le jour où il y aura un bug généralisé. On en a déjà eu peur au moment de l'an 2000. On pensait qu'à l'an 2000, tout allait sauter. Ça ne s'est pas produit, mais ça aurait pu se produire. Mais il faut comprendre qu'on est sur une planète qui se trouve à 150 millions de kilomètres d'une étoile et que cette étoile dégage des rayonnements extrêmement puissants et que du jour au lendemain, on peut se retrouver complètement balayé au niveau de tout le système électrique de toute la planète. Et ça, c'est important à tenir, enfin, c'est important à prendre en compte parce que c'est un très grave problème de sécurité, c'est une très grande faille dans le système. Absolument. Absolument. Et donc là, les mots que tu as employés, donc moi je rebondirai en disant autonomie. En fait, ce on cherche à avoir, c'est l'autonomie par la redondance. C'est-à-dire qu'il faut se mettre en sécurité pour justement éviter d'être dépendant de phénomènes électromagnétiques qui risquent d'être graves, parce qu'on sait très bien que le Soleil est à pas longtemps de procéder à des éternuements, on va appeler ça comme ça. En tout cas, pour lui, ça va correspondre à ça. Pour nous, ça va correspondre à des tempêtes magnétiques qui risquent, effectivement, c'est pas totalement fou de le dire, qui risquent d'éteindre un certain nombre de circuits électromagnétiques et donc un certain nombre de fonctionnements électriques sur la planète. Et nous sommes tous dépendants d'électricité, absolument tous. Il y a à commencer par nous-mêmes au bout de cet écran. Donc voilà comment faire le jour où ça arrive. Donc il faut s'organiser pour prévoir ce genre de situation. Alors qu'aujourd'hui, on nous organise uniquement pour savoir quel sera le prochain poste de télévision ou la prochaine radio qu'on va acheter une fois que celle qu'on aura achetée aura vieilli et sera très, 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 très vieille au bout de 5 ans, quoi, hein. Donc, voilà. C'est ça les préoccupations aujourd'hui qu'on veut nous mettre en tête. Et donc, il y en a d'autres. On veut nous éloigner aussi de la nature. Ben, il faut se rapprocher de la nature. On veut nous dire rapprochez-vous des grands centres. Ben non, il faut s'éloigner des grands centres et puis prendre des solutions, comme je le disais à l'instant, d'autonomie, de vie autonome. J'ai travaillé personnellement avec d'autres personnes, évidemment, sur la solution de l'habitat. Et dans le cadre de l'habitat, c'était pas de savoir si on allait faire des immeubles de 19 étages ou de 25 étages. C'était de savoir comment on fait pour faire des éco-villages. Et ces choix, ils ont été faits par les personnes qui ont été sollicitées pour travailler sur ces sujets. Bon, voilà. Ça veut bien dire qu'au départ, l'être humain, il est en contact avec le sol. Déjà, d'une part, il n'est pas fait pour vivre sur des bâtiments qui font je sais pas combien de mètres d'eau, 150 mètres d'eau, dans lesquels la vie n'est pas la vie, dans lesquels les liens avec le sol n'existent plus. Bref. Mais les êtres humains sont faits pour vivre
comme ils ont été mis sur cette planète, c'est-à-dire pour être en contact avec le sol, évidemment. Ce sont des êtres à quatre pattes, ce ne sont pas des êtres volants. Donc voilà, donc il ressortait de cette analyse, de cette recherche justement, de l'habitat, qui était une des commissions. Il ressortait que l'intérêt principal, c'était de travailler sur les éco-villages. Et là, on était sur l'écologie, bien évidemment, comme son nom l'indique, c'est-à-dire la récupération d'énergie, tout se récupère, la récupération des déchets, tout se récupère. Et on était sur l'autonomie en termes de ressources, c'est-à-dire l'eau et la nourriture, tout simplement. Après, bien entendu, venaient les questions du confort, venaient les questions de la communication, venait la question de l'esthétique, venait la question du chauffage. Ça, oui, bien entendu, ça a été abordé également. Mais tout ceci fait dans des conditions écologiques, de façon à se rendre indépendant de toute solution électromagnétique, car c'est ça le but, se rendre indépendant de ces solutions-là, se rendre autonome, de se rendre quelque part souverain. On est souverain de soi-même. Alors, comment faisaient nos ancêtres? On dit qu'ils vivaient dans les cavernes. C'est bien possible. Est-ce qu'ils étaient si malheureux que ça? Je n'en sais rien. On n'a jamais retrouvé de lit gonflable de Néandertal. C'est dommage, ça aurait pu être plein d'intérêt. On a retrouvé par contre des choses qui datent de la haute antiquité égyptienne, évidemment. Mais ce sont des meubles qui ont vieilli plus ou moins bien, donc on ne sait pas très bien à quoi ils servaient d'ailleurs. Est-ce que c'était des machines pour distribuer de l'énergie? C'est une des dernières théories en vogue. Donc, on sait simplement qu'il s'est passé des sauts technologiques. C'est quoi un saut technologique? C'est quand il arrive quelque chose à un endroit donné sur une planète, tel que ça va pas se passer comme avant, quoi. Tout va être changé, tout va être détruit, tout va être modifié. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que les Égyptiens aient mis ce genre de lit à la disposition de leur pharaon? On ne sait pas. On ne sait pas à quoi ça correspond. On est dans l'ignorance. En tout cas, on fait semblant d'ignorer pour ne pas avoir à avancer des théories qui pourraient être dérangeantes. Donc, on est toujours dans la même logique de dire la vérité. Et nous, au sein du CNT, nous sommes favorables à dire la vérité. Alors, évidemment, on n'est pas forcément la science infuse. On peut se tromper lorsqu'on va chercher la vérité, notamment dans l'archéologie. Mais je suis sûr, et je suis convaincu, et j'ai même la preuve, qu'il y a des choses de l'ordre de l'archéologie qui sont cachées, justement parce qu'elle dérange le politique et qu'elle dérange les plans des politiques vis-à-vis des gens comme nous. Donc, il ne faut pas que nous sachions un certain nombre de choses. Il ne faut pas que nous prenions conscience qu'il y a eu d'autres civilisations avant la nôtre. Il faut que nous croyions que nous sommes nés comme ça et que c'est nous les meilleurs et que ça va continuer jusqu'à la fin des temps, alors qu'on n'a jamais été aussi près de changer de temps, justement. Donc, voilà. Donc, tout ça est important. Tout ça est important et c'est ce que je voulais souligner à l'instant. Merci. Le plus grand changement de paradigme que propose le CNT, c'est de passer d'un système totalement pyramidal à un système où il y a quand même une certaine hiérarchie, parce que les commissions de gouvernement seront composées d'un certain nombre de milliers de Français, évidemment, mais pas de 67 millions de Français, mais ce sont des Français qui sont tirés au sort parmi les volontaires. Et donc, au niveau du CNT, on peut dire qu'on est un réseau, en fait. Et la notion de réseau, c'est quelque chose qui est récent dans l'histoire. Quelque chose qui est récent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de chef. Il n'y a pas de gourou, il n'y a pas de chef, on n'est pas une secte. Il y a un groupe de personnes qui sont des gens qui sont actifs et qui permettent aux autres de pouvoir avancer. Et c'est ce qui va se passer au niveau de l'installation du CNT. Quand il sera installé, on aura donc un groupe de personnes qui sera ce qu'on peut appeler un conseil des sages. Et ce conseil des sages va permettre à un certain nombre de commissions de s'installer. Et ces commissions vont remplacer les ministères. Mais la différence avec le système politique actuel, c'est qu'on n'aura plus besoin de politiciens parce que les commissions sont composées à la fois d'experts libres de tout conflit d'intérêts et de l'autre côté de gens qui sont des gens du peuple tirés au sort parmi des volontaires. Et ça change tout, absolument tout, par rapport à ce qu'on a vécu depuis 10 000 ans. Voilà. Et ça, c'est très important de le dire parce qu'au niveau des politiciens, on entend quelquefois des personnes nous dire mais au CNT, vous n'êtes pas un parti politique, vous êtes quoi? Alors, on n'est pas un parti politique et on n'a pas besoin de politiciens. Parce que les politiciens, eux, ce qu'ils veulent, c'est être réélus. Parce que dans leur tête, c'est encore la République. Ils sont abreuvés depuis 200 ans du système de la République tel qu'il est actuellement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va aller vers le néant. On va aller vers une forme de démocratie qui sera une forme de démocratie réelle, comme l'ont demandé depuis longtemps d'ailleurs les Gilets jaunes. Une forme de démocratie réelle où le peuple aura vraiment son mot à dire parce que ce seront en grande partie des gens du peuple qui feront les lois et sans avoir besoin d'intermédiaires. Le problème, c'est que on a fait croire
à toute la population depuis des siècles que les lois ne pouvaient être faites que par des gens au-dessus d'eux, des représentants ou des gens qui avaient certains privilèges, etc. Donc, du coup, la majorité des citoyens a fini par penser que non, il faut être un professionnel, il faut avoir des diplômes, il faut avoir tout un tas d'expériences pour pouvoir gérer un pays. C'est totalement faux. Un peuple est composé de gens intelligents, surtout en ce moment. Les gens sont de plus en plus intelligents grâce à Internet, même si depuis des années dans l'enseignement, on rend les gens de plus en plus idiots, malgré tout, il y a quand même des gens intelligents qui, grâce à Internet et grâce à d'autres moyens de communication, s'informent et finissent par savoir ce qui se passe réellement et avoir des informations qui ne sont pas du tout les mêmes que celles qu'on essaye de nous faire avaler. Et donc, on cherche à savoir les choses. Et nous, au niveau du CNT, ce qu'on fait surtout, c'est de chercher à apporter donc à toutes les personnes qui nous entendent et qui nous écoutent et qui voient notre site internet conseilnational.fr, de pouvoir avoir des informations plus claires, différentes de ce qu'ils peuvent entendre ailleurs et qui permettent vraiment de se faire sa propre opinion. Voilà. Alors, il y a déjà des zones qui s'organisent pour être contre quelque chose, contre le pass sanitaire. Évidemment, tout le monde est contre le pass sanitaire. Mais, on défile la semaine, et puis, enfin, on défile le week-end, et puis la semaine, on en est victime. Car il faut bien passer sous les fourches codines du pass sanitaire. J'ai vu des vidéos où un jeune homme juriste, a priori, expliquait aux vigiles que malgré l'absence de pass sanitaire, cette vieille dame était autorisée à passer dans le magasin pour aller faire des achats de base, de nourriture de base, car c'est la loi. La loi l'y oblige. Sauf que le vigile, il n'a pas eu d'ordre de filtrer les personnes qui rentrent en fonction de leur âge et de leur nécessaire, ce dont elles ont besoin. Ce tri n'a pas été fait, c'est pas normal. Donc il faut se dresser contre ça. Et quand je vois ce qui se passe, par exemple en Guadeloupe, je crois que c'est en Guadeloupe ou en Martinique, où je crois que les pompiers martiniquais sont un petit peu beaucoup contre la piqûre et contre le pass sanitaire. Tant et si bien que nos surveillants en chef ont cru bon d'envoyer des escouades de pompiers de la métropolitaine beaucoup plus malléables, on va dire, vis-à-vis des ordonnances du pouvoir. Et lorsqu'ils ont mis les pieds sur l'île Belzo, à Kaukira, à Guadeloupe, ils ont eu une fin de non-recevoir de la part de leurs collègues qui leur ont répondu, vous savez, on a tout ce qu'il faut ici en Guadeloupe en termes de volontaires, en termes de professionnels, et vous pouvez rentrer chez vous, on vous a mal aiguillé, quoi. Et les pompiers français, les pompiers métropolitains sont rentrés chez eux. Voilà un exemple de résistance, voilà un exemple d'intelligence, voilà l'exemple de ce qu'il faut faire sans agression, sans agressivité, simplement dire non merci. Nous ça marche, on n'a pas envie d'être réorganisé par d'autres que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant et qui va très bien. Voilà. Donc on va reparler du CNT, on adore reparler du CNT. Redire que c'est un outil juridique, bien entendu, redire que il y a toute une série sur le site du conseilnational.fr, toute une série de documents qu'il convient de découvrir, qu'on peut imprimer, qui sont des aides, soit directes, soit indirectes, à la lutte contre justement la nécessité qui nous est faite d'avoir un pass sanitaire, à lutter contre le phénomène d'une amende lorsqu'on ne porte pas le masque, etc., etc. Alors, je voudrais quand même préciser qu'il y a deux façons de traiter ce genre de sujet, soit par le haut, soit par le bas. Et nous avons autour de nous un certain nombre de confrères juristes, excellents juristes, qui passent du temps et de l'énergie et probablement de l'argent à essayer de trouver des contournements aux différents arrêtés et lois qui nous tombent sur le coin de la figure et qui changent assez souvent. Donc ça fait un petit peu le fonds de commerce d'un certain nombre de personnes. Quand je dis fonds de commerce, n'y voyez aucune péjoration, mais ils ont nécessité d'amortir au moins leurs frais, ces messieurs qui sont des juristes. Voilà, donc, et ils disent, cet argument, il est pas bon, on peut le contourner de telle ou telle façon, il faut écrire au préfet en lui disant exactement ces mots-là. Très bien. Donc, il y a toutes les personnes qui courent derrière pour avoir la dernière information à la mode. Et puis après, il y a toutes les mêmes personnes qui reviennent 15 jours après ou un mois après parce que l'information est tombée. C'est-à-dire que le gouvernement, ou en tout cas ceux qui servent de guide, ont fait en sorte de
comment dirais-je, de contourner ce qui a été contourné, quoi. Donc, c'est un jeu de chat et de souris entre eux et différents avocats qui perdent un peu leur énergie et leur latin dans ce jeu qui a l'air un jeu absurde. Alors, c'est faire le jeu, effectivement, de ce qu'on appelle, nous, la République, parce que ce sont des règles républicaines, de la Ve République, en l'occurrence. On en parle avec beaucoup plus d'autant plus de détachement que cette Ve République, nous ne sommes pas les seuls à le dire, et loin de là, et il y a des gens bien plus compétents que nous qui le disent, elle est mourante, pour ne pas dire totalement oxyde. Voilà. Donc, ils courent après cette République et ils jouent avec cette République. Ils sont dans une sorte de référence par rapport à la République. Donc, ils reconnaissent tout simplement la République. Nous, c'est pas notre cas. Nous disons que depuis 2008, plus rien de ce qui sort de ce qui était une République n'est désormais légal et légitime. Donc voilà, donc à partir du moment où on aborde le sujet par le haut, c'est-à-dire qu'on dit que tout est illégal depuis telle date, pour telle raison, parce que la Constitution s'est écroulée, parce que elle a emmené avec elle la République française, la cinquième, du nom, eh bien désormais, il faut tout remettre à plat. Et que continuer à jouer alors que le jeu est cassé, c'est stupide. Donc il faut refaire un jeu, quoi. Il faut refaire un jeu. Donc ça repasse par une autre organisation que nous proposons, puisque le CNT, c'est le cœur de cette nouvelle organisation, c'est cette altérité, cette façon différente de voir le monde, qu'au travers une république qui jusqu'à maintenant passait pour l'horizon indépassable de toute forme de démocratie, ce qui est évidemment faux. Rappelons-nous simplement dans les années 50, 60, même 70, de ces fameuses républiques toutes plus démocratiques que possible, qui étaient de l'autre côté du rideau de fer et qui étaient en fait constituées des pires tyrannies qui puissent exister, puisque les gens essayaient de s'en échapper par tout moyen. Donc le mot république, démocratie était mis dans ces pays-là et ça n'a pas fonctionné. Alors nous aussi, nous étions en démocratie et en république, mais ça a un peu mieux fonctionné. Bah oui, parce qu'on a fait jouer l'humain plus que le système. Or aujourd'hui, nous revenons au système dans une sorte de mouvement de balancier et nous sommes à pas très loin, pas beaucoup de longueur, de devenir ce que nous craignons pour les autres dans les années 50-60 de l'autre côté du rideau de fer. Ça, on va le revivre. On va revivre quelque chose de l'ordre du communisme à la chinoise, qui est quelque chose qui est pernicieux, puisque les Chinois ont de plus en plus de poids sur le globe terrestre, notamment de poids financier, et ils ont de quoi faire jouer, grâce à la finance, un certain nombre d'obligations. Et pourquoi pas de faire en sorte de mettre au pas toutes les populations qui jusqu'à maintenant n'ont pas eu trop l'habitude d'être mises en coupe réglée, alors que les Chinois, les 1,5 milliard de Chinois, ce sont des soldats, ce sont des robots. On leur promet aujourd'hui en guise d'exutoire, et depuis Deng Xiaoping, comme l'a très bien dit Bruno, on leur promet, pour certains d'entre eux, bien évidemment, de pouvoir faire fortune, mais ils n'auront pas la liberté. Donc les autres, voilà, chacun pour soi et Dieu pour tous. Alors ils auront le minimum vital, ils auront le droit de circuler toute leur vie, pour le coup, avec ou sans Covid-19, avec un masque sur la figure, tellement la pollution est importante dans certaines grandes villes. Virgule. Ça, on s'en moquait il n'y a pas si longtemps. On disait, vous vous rendez compte, les Chinois, ils portent le masque, c'est pour ne pas transmettre les microbes. Non, c'est pour pas que le gaz rentre dans leur corps à eux. C'était pour se protéger de l'extérieur, évidemment. Donc voilà, donc ça c'est ce qui nous pend au nez. Alors les usines, il n'y en a plus beaucoup en France. Elles ont justement toutes été, la plupart d'entre elles, renvoyées du côté de la Chine. Nous, on n'est plus que dans le tertiaire. C'est vrai que les abeilles reviennent en ville, c'est clair, il n'y a plus d'usine. Donc, mais les abeilles, elles sont bizarres quand même. Elles sont bizarres, pourquoi? Parce que, comme le disait tout à l'heure Bruno, il y a effectivement dans le ciel des choses étranges qui se passent. C'est-à-dire qu'on avait autrefois, il n'y a pas si longtemps, une lumière solaire qui était plutôt bleue quand elle était bleue, et on voyait un soleil qui était jaune. Aujourd'hui, le soleil, il est blanc, et le ciel, il est blanc aussi. Donc, il y a une sorte de mélange dont on sait à peu près d'où ça vient. Donc les épandages chimiques, ça existe, et finalement, ceux qui les font ont fini par le reconnaître. Ouf. Alors, ça sert à quoi donc? Ça sert tout simplement, justement, écoutez bien, ça sert à établir une protection entre le Soleil et la planète en cas d'attaque électromagnétique de la part de l'astre solaire. Et ça nous fait un petit peu sourire, parce que si jamais l'astre solaire fait ce qu'il a à faire, ça n'est pas cette protection-là qui va nous protéger de quoi que ce soit. Donc, il y a une autre raison qui, jusqu'à maintenant, n'a pas été creusée, parce que personne n'a pris la peine d'aller en trouver une autre de raison, tout simplement, où tout le monde a trouvé utile de l'accepter, notamment les scientifiques, à qui on a dit de bien vouloir fermer leur bouche, et que la messe était dite en la matière, et qu'il valait mieux qu'ils acceptent l'argent plutôt que de se faire licencier de leur job. Et voilà, et la vie continue, quoi. Donc tout ça s'enchaîne, tout ça est unique,
Et tout ça participe exactement du même scénario. Alors le scénario, encore une fois, il nous amène dans les rues aujourd'hui de France en particulier, qui est un pays très touché par la contestation autour du pass sanitaire et autour de la PISCO. Mais il n'est pas tout seul, mais il y en a d'autres, mais essentiellement la France pour l'instant. Et ça, cette actualité-là, elle est forte. Elle est forte et elle nous envoie dans la fin du mois d'août, début septembre, forcément vers des réactions parce que les forces en présence sont énormes et ça ne peut pas en rester là quand on voit la mobilisation qui a lieu chaque week-end autour de ces questions-là, de ces récriminations. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la plupart des personnes qui sont dans une logique de défilé pour contester, d'abord, ce ne sont pas des habitués de la manif, c'est des gens qui n'ont pas eu l'habitude avant de le faire, même pendant les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils assumaient un statut, en quelque sorte, en mettant leur gilet, alors que ceux qui défilent aujourd'hui, c'est monsieur, madame, tout le monde. Ce sont des grands-mères, des grands-pères, pas des enfants, mais pas loin. Voilà, enfin, en tout cas, des adultes du quotidien. Parce que, justement, on est sorti de la zone habituelle. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus d'exaspération qui vient toucher beaucoup plus profondément la couche basse, la couche profonde de la population. Donc voilà ce qui se passe aujourd'hui. Donc, une fois que tout ça sera mis en branle, il y aura forcément un avant et un après, il y aura forcément des déclenchements. Alors, ce ne seront pas forcément des déclenchements brutaux, violents, etc. Mais par petites touches, il va se passer des choses. Alors, on nous promet bientôt une sorte de blackout, une sorte de fermeture. Je ne sais pas si ça va avoir lieu. J'espère que non, très sincèrement. Et je dis simplement à celles et ceux qui nous écoutent, si jamais ça devait arriver, eh bien, dites-vous que c'est la meilleure des choses. Dites-vous qu'après cette période de blanc, de cette période où les gens ne sauront pas quoi faire, seront un peu perdus, seront peut-être dans la rue justement pour se dire mais où est mon courant, où est mon électricité, où est mon Internet, où est mon téléphone, etc., etc. Il va y avoir un grand panique. C'est possible, mais ça ne va pas durer très longtemps. Et puis, ça sera pour la meilleure des raisons, c'est-à-dire pour enclencher un autre système. Pendant ce temps-là, lorsque nous serons mis à l'arrêt, parce que c'est une mise à l'arrêt, eh bien, il se passera forcément des choses qu'on ne verra pas, qu'on n'entendra pas, je pense, très sincèrement, et dont nous ne serons pas l'objet, pas le témoin, pardon, mais l'objet. C'est-à-dire que, bien entendu, l'objet, c'est de savoir ce qu'on va faire avec la population terrestre dans les années qui viennent. Est-ce que l'identité numérique, ça nous conduit vers quelque chose de positif, ou bien est-ce qu'on va renverser la table et qu'on va se servir du numérique pour autre chose que l'associer et l'assimiler avec l'humain, ce qui, à mon avis, est une mauvaise chose. Donc voilà, et ça va tomber, donc pour finir ce que je disais, ça va tourner dans le bon sens, puisque si ces événements devaient arriver, il faut que les personnes qui nous écoutent sachent que ce seront des événements positifs. En tout cas, c'est notre conviction. Très bien, merci Philippe. Philippe, moi je voulais rajouter une chose. Excuse-moi, Allons-y Bruno. Donc, je voulais rajouter une chose, c'est que je voudrais féliciter tous les gens qui ont manifesté parce que on voit que l'état d'esprit change, on voit que les gens prennent conscience. Les gens manifestent pacifiquement, avec des drapeaux blancs, et d'une façon pacifique, d'une façon douce, d'une façon calme. Et ça, c'est un signe. Parce que, vous savez, quand quelqu'un manifeste en menaçant, quand quelqu'un envoie des menaces, c'est que la personne a peur. Donc, le peuple n'a pas peur. Le peuple n'a plus peur. Et c'est comme ça que le peuple va gagner. Très bien, merci Bruno, merci Philippe. Par le peuple et pour le peuple, le Conseil national de transition vous donne rendez-vous avec une émission spéciale. Ce sera ce vendredi 20 août. Notre invité, ce sera Didier Garofalo. En attendant, nous vous souhaitons une excellente soirée. Le Conseil national de transition présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis, 20h30, 21h30. La France libre. La Constitution et la République n'existent plus. Le Conseil national de transition est la seule autorité publique, légale et légitime représentant la souveraineté nationale du peuple français, en droit français et international. C'est une organisation déclarée à l'ONU. On rappelle, toutes les mesures Covid, y compris les inoculations soi-disant vaccinales, sont des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Toute personne qui vous impose le masque ou vous menace de PV ou de vous licencier pour non-respect d'une mesure Covid commet un crime contre l'humanité. Pour connaître vos droits et les faire valoir, informez-vous www.conseilnational.fr. Rejoignez gratuitement le CNT sur www.conseilnational.fr.